Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il y a dans cette allocution du président de la République que nous venons d'entendre au moins un point sur lequel tous les Français seront d'accord. C'est la nécessité de l'amélioration du sort des personnes âgées. Nous verrons dans quelques instants ce qu'elles représentent, ces personnes âgées, dans la nation. Mais auparavant, essayons de cerner la portée des mesures annoncées par Valéry Giscard d'Estaing. Je les rappelle, le minimum de ressources des personnes âgées va être progressivement augmenté pour atteindre 10 000 francs, 1 million anciens, par an, pour une personne seule, avant la fin de 1977, et 20 000 francs, 2 millions anciens, pour un couple. Dans la réalité quotidienne, cela veut dire que la personne âgée qui touche aujourd'hui 22 francs par jour touchera 27 francs 40 avant la fin de 1977. C'est donc à une augmentation de 5 francs 40 qu'il faut s'attendre. Malheureusement, d'ici la fin de 1977, le pouvoir d'achat supplémentaire représenté par cette augmentation ne sera pas de 5 francs 40. C'est qu'en 18 mois, la hausse des prix viendra écorner les ressources des personnes âgées, premières victimes de l'inflation. En se fondant sur un taux d'inflation de 15% en 18 mois, les ressources minimum des personnes âgées augmenteront donc effectivement d'environ 2 francs par jour au terme de 1977. D'ici là, il est vrai, le gouvernement pourra donner un coup de pouce supplémentaire aux personnes âgées, représentant dans le pays, nous allons le voir maintenant, pratiquement 20% des citoyens. Un Français sur 5 a plus de 65 ans. Ils sont au total 7 millions. Il faut savoir aussi que pour 1000 actifs, on trouve 340 retraités. Les plus démunis touchent une aide de l'État, 22 francs par jour depuis le 1er janvier dernier. Sur 7 millions de retraités, 2 250 000 ont droit à cette aide qui est attribuée à toute personne dont les revenus ne dépassent pas 8 200 francs par an, 14 600 francs pour un ménage. Les ressources, c'est ma retraite que je me suis faite moi-même, libérale. C'est pas très fort. J'ai à peu près 1500 par jour, à peu près. Les 2000 maintenant, parce qu'on ne sait plus, on avance, on ne sait plus moi. Et puis c'est tout, j'étais ancienne infirmière, soignante. J'ai la sécurité sociale tous les 3 mois. 2001 francs, je crois. 200 à 1000, quoi. Plus l'allocation de la mairie, puis l'allocation logement. Vous savez combien au total? Donc, ça peut faire 90 000 par mois, environ. Depuis le trimestre dernier, 201 000 par trimestre, plus un secours de la mairie mensuel. Oui, c'est pas... Ça nous aide quand même. Oui, mais... Oh, oui, bien sûr. Mais... C'est juste. Un petit peu de plus, ça ferait pas de mal. Combien il faudrait? Est-ce que vous voyez à peu près combien il faudrait pour vivre correctement On avait parlé de 3 000 francs par jour, je crois. Donc il faut pas être trop difficile, il faut pas être trop gourmand, hein. Je dis pas que ça me suffit, je me contente. Si je voulais payer du luxe, je suis comme tout le monde, je m'y paierais, mais je ne me paye pas de luxe, ni toilette, ni rien. Hein. Je me prive quelquefois sur la nourriture. Par exemple, j'aime beaucoup la viande, mais au prix où elle est, il est bien difficile d'en manger assez souvent. Ah, vous en mangez combien de fois par semaine? 2 fois. Et encore, il ne faut pas... J'ai très bon appétit. Avec l'argent que vous allez avoir en plus, qu'est-ce que vous allez faire? Acheter des toilettes? Qu'est-ce que je vais faire avec? Non. Je m'en vais t'embarrasser, je crois. Je me débrouillerai encore. Ben, j'achèterai, je sais pas, je verrai. Quelque chose qui me revient à l'idée, j'achèterai. Ben, tiens, je pourrais m'acheter. Ce qui me manque plutôt, c'est des chaises. Je me ferai empailler mes chaises. Beaucoup de personnes âgées voient leurs ressources augmenter, c'est incontestable. Et puis des associations, comme les Petits Frères des Pauvres par exemple, s'occupent d'elles et les aident matériellement et surtout moralement. Cela dit, le point noir reste les complications administratives, les secours qu'il faut solliciter et le manque d'informations qui fait que bon nombre de personnes du 3e âge ignorent leurs droits ou sont entièrement isolées. Grand discours d'Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, ce matin à Annecy, à l'occasion du congrès de cette confédération syndicale. On l'attendait, ce discours. La CFDT est une centrale aux courants divers, qui ne vont pas toujours dans le même sens. Courant autogestionnaire, courant plus traditionnel d'un syndicalisme classique, courant qui va vers une certaine politisation,
du syndicalisme, ce n'est pas commode de maintenir ces différents courants dans le lit de la même rivière. À moins de 2 ans des élections législatives, il est intéressant de connaître la tactique qu'entend suivre la deuxième centrale syndicale française qu'est la CFDT. Pas de slogan inscrit à la tribune de ce 37e congrès, et ce n'est pas un hasard. D'entrée de jeu pourtant, Edmond Maire a fixé ce matin les 3 thèmes qui domineront les débats. D'abord, l'autogestion. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais elle reste un peu vague. C'est le développement du pouvoir des travailleurs au sein des entreprises, dit Edmond Maire. D'ici la fin de la semaine, les délégués auront peut-être l'occasion d'en préciser le contenu. Deuxième préoccupation, les rapports avec la CGT. Au-delà des divergences tactiques et doctrinales, l'unité d'action sera maintenue. Edmond Maire lance même un appel. Il faut renforcer nos convergences. Reste l'attitude de la CFDT dans la perspective d'une victoire de la gauche. Ce qui est prévisible, c'est qu'après 20 ans de 5e République, anti-ouvrière et répressive, la mobilisation sociale se développera. Et la responsabilité de la CFDT, c'est de conduire et de maîtriser cette mobilisation sociale au service des objectifs des travailleurs. C'est une nécessité pour obtenir la satisfaction des revendications les plus urgentes. C'est une condition pour entamer, avec des forces populaires unies, confiantes et décidées, les difficiles transformations structurelles, économiques, sociales, politiques, culturelles qui mèneront au socialisme autogestionnaire. La force de la CFDT, c'est le garant du caractère démocratique et autogestionnaire de la construction du socialisme. Et nous le disons sans détour, la CFDT est dans ce pays le meilleur rempart qui existe contre tout risque d'étatisation. Un incident survenu aujourd'hui à Annecy démontrerait, s'il était besoin, les divers courants de la CFDT. L'attaché social de l'ambassade des États-Unis a été expulsé du congrès de la CFDT après un vote des congressistes. 12 860 voix pour, 9 838 voix contre, 1044 abstentions. Les attachés sociaux de Grande-Bretagne et d'Allemagne fédérale n'ont pas été, eux, inquiétés. Expulsion d'autant plus surprenante que l'attaché social américain, homme très courtois, entretient des relations personnelles excellentes avec les dirigeants nationaux de la CFDT. Une nouvelle voiture, c'est toujours un événement. Les Français restent en effet toujours aussi attachés à la voiture, même si les motivations, comme l'on dit, de cet attachement ont changé. Cette nouvelle voiture, c'est la R14 que Renault vient de sortir et qui commence à être présentée au public. Mais cet événement, dans le cas présent, est double, puisque nous allons le voir, la sortie de cette nouvelle voiture dans la nouvelle usine de Douai a entraîné un large mouvement d'embauche dans cette région. La R14, c'est déjà, dit-on, une familiale sage et un bon milieu de gamme pour les marchés européens. Mais elle est peut-être aussi l'image de l'optimisme renaissant des constructeurs. Traction avant, 4 cylindres en ligne, 1218 cm3 et 7 chevaux fiscaux, 4 roues indépendantes, disque à l'avant et tambour à l'arrière, 5 places et une consommation qui à 90 km/h ne devrait pas excéder 7 litres. Dans l'euphorie de la reprise, elle est construite là, à Douai, à 100 exemplaires par jour dans cette usine ultramoderne mise en service en 1971 et qui produit déjà les R5. On y embauche depuis le début de l'année près de 300 personnes par mois, des jeunes pour l'essentiel, et aujourd'hui l'optimisme des constructeurs est tel que l'usine pourrait compter fin 1976 près de 6000 salariés et produire plus de 600 voitures par jour. Reste que l'on dit déjà à la régie que la R14 ne remplacera pas la R12 qui se vend bien à l'étranger et dans les pays du tiers-monde. Mais la R14 permettra-t-elle à Renault de résister à l'offensive des Allemands, des Italiens et des Japonais? La régie, elle, le croit. La R14 correspond, dit-elle, à la demande actuelle, confort, soins, espace et économie pour un prix de 23 000 francs.
13e jour de grève pour 80% des mineurs des houillères du Nord, Pas-de-Calais. Extension du mouvement ce matin à la fosse de l'Escarpelle près de Lens et menace de la CGT d'une grève générale. Toujours pas de négociation avec la direction des houillères. Un camion de CRS incendié par un cocktail Molotov près de la faculté des lettres de Montpellier. Une vingtaine de manifestants interpellés par les forces de police qui stationnent sur le campus. 2 personnes ont été écrouées. La moitié des étudiants inscrits participent aux examens. Pour célébrer 2 ans de présidence, dîner campagnard de reconnaissance de Valéry Giscard d'Estaing jeudi soir à Arantzus, dans le Pays Basque. Ce petit village avait voté à 92% pour lui lors des élections présidentielles. « 7000 soldats, soit la moitié des troupes cubaines engagées en Angola. » Les discussions d'Olivier Stern, secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer, pendant une semaine avec M. Ali Aref et d'autres représentants des organisations. 7000 soldats, soit la moitié des troupes cubaines engagées en Angola, vont se retirer de ce territoire avant la fin de l'année, indique Fidel Castro dans une lettre au Premier ministre suédois qui en a communiqué les termes au secrétaire d'État américain Henry Kissinger au cours de leur dernière rencontre. 2 morts, 9 blessés après les explosions de cet après-midi à l'aéroport Ben Gourion de Lod. Les 2 engins qui ont explosé se trouvaient dans des valises que l'on venait de débarquer, l'une venant de Téhéran, l'autre de Vienne. 2 autres valises découvertes à temps par la police israélienne contenaient également des explosifs. Alors que la proposition française d'envoyer des troupes au Liban pour y assurer la paix est réprouvée par l'ensemble des éléments progressistes du Moyen-Orient, les Palestiniens viennent à leur tour de faire connaître leur opposition à cette initiative, les combats continuent non seulement à Beyrouth, mais dans ses environs. Pris dans une fusillade alors qu'il circulait en voiture sur une autoroute proche de la capitale libanaise, l'un des leaders de ce pays, M. Raymond Aidé, a été blessé par balle. M. Aidé avait été candidat à la présidence de la République avec l'appui des forces de gauche, quoique chrétien lui-même. Le président de la République française se rendra en visite officielle en Iran dans les premiers jours du mois d'octobre. C'est ce que vient de révéler le Premier ministre d'Iran, M. Amir Oveda, actuellement en visite officielle en France. Il est donc clair que les relations franco-iraniennes restent au beau fixe, en dépit des déboires d'un certain nombre d'industriels français qui espéraient commercer avec ce pays et y investir largement. On se souvient qu'en fin 1974, M. Jacques Chirac était revenu d'Iran avec la promesse de contrats très importants qui devaient bénéficier à l'industrie française. On parlait alors de commandes portant sur 35 milliards de francs. Toutes ces commandes, il s'en faut, ne sont pas encore concrétisées. Ce retard signifie-t-il que l'Iran a trouvé d'autres fournisseurs, qu'il a vu trop grands par rapport à ses ressources? Pour le savoir, le mieux était encore de le demander au Premier ministre d'Iran lui-même. C'est ce que Édouard Lord a fait au cours d'un entretien qu'il a eu aujourd'hui avec M. Amir Oveda. Monsieur le ministre, la première question que j'aimerais vous poser est de savoir ce que vous êtes venu faire à Paris. J'ai été invité par M. Chirac, je réponds à son invitation. Alors justement, lors de votre dernière rencontre avec M. Chirac, on avait parlé, c'était en décembre 1974, d'une commande de 7 milliards de dollars, 35 milliards de francs. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à concrétiser ces 7 milliards de dollars. C'est une fausse impression. Je crois que les accords que nous avons passés avec M. Chirac lors de son séjour en Iran, qui comportent un grand nombre de projets, ont été tous signés. Peut-être il y a un ou deux projets qui sont encore en cours de discussion et ils sont en cours d'exécution ou seront bientôt en cours d'exécution. Justement, on avait parlé de métro, on avait parlé de... Le métro c'est signé, ils sont en train de travailler. Des villes nouvelles, nous en avons 2, l'une à Shiraz, l'autre à Côte-Téhéran. Le Concorde. L'Iran garde ses options. Nous sommes en train de faire une étude sur la rentabilité. Je crois que la chose est importante. Mais d'après ce que j'ai appris, la rentabilité est bonne, m'a-t-on dit ici à Paris. Est-ce que vous avez quelque chose à reprocher aux industriels français?
Non, j'avais à reprocher aux industriels français qui n'étaient pas suffisamment agressifs sur les marchés iraniens, mais ils commencent à apprendre leur leçon et pour le moment, ils ont trouvé leur chemin. Au début, c'était un chemin de Damas qui menait à Téhéran, mais maintenant, au contraire, les choses vont bien. Certains disent que vous avez vu grand et que depuis 6 mois, l'Iran a quelques difficultés financières. Il y a 12 ans qu'on nous a dit que nous voyons grand, nous avons vu grand, nous voyons grand, nous allons voir grand et nous avons pu construire ce pays. Nous avons commencé à un point de faiblesse, maintenant nous sommes à une position de force. Nous n'avons pas de difficultés financières, j'ai un trou dans mon budget, mais qui n'a pas de trou dans son budget? J'ai été ministre de Finances, moi je ne crois pas à un budget équilibré. Au contraire, je crois que même s'il y a un trou dans le budget, vous arrivez à le faire. Mais ce trou, c'est quoi? À peu près 4% du budget national, donc c'est pas tellement important. Je veux dire par là, est-ce que vous n'avez pas un peu trop joué sur le prix du pétrole et trop espéré? Aujourd'hui, vous êtes un peu déçu. Non, nous ne sommes pas déçus. Je crois que notre revenu du pétrole est bon. Et ce revenu du pétrole, nous ne le gardons pas dans les caisses de l'État, ou ce revenu, nous n'achetons pas avec ce revenu des immeubles en Europe ou en Amérique. Au contraire, nous vous le rendons en achetant des biens de consommation ou des biens pour l'industrialisation de notre pays. En Occident, on voit souvent le régime iranien comme un régime très autoritaire avec des exécutions publiques, etc. Est-ce que vous pensez que nous avons une mauvaise image de votre pays? Vous avez une très mauvaise image de mon pays, enfin une fausse image, encore dans une certaine presse. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que, par exemple, quand nous avons des terroristes, qu'on les reçoit avec du caviar et de la vodka, ou quand vous avez un quarteron de farfelus d'orange mécanique, qu'on les reçoit les bras ouverts? Nous n'allons pas nous soumettre devant un groupe de farfelus. Et ça justifie ces dizaines d'exécutions publiques? Mais ils n'ont pas été d'exécutions publiques, ils ont tiré et la police a tiré. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous savez, dans un pays qui se développe, cher monsieur, il faut une certaine discipline, il faut travailler dur. Pendant des siècles, nous avons dormi et maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons, dans un laps de temps très court, au début du 3e millénaire, être parmi les pays les plus avancés économiquement du monde. Il faut travailler. S'il y a des terroristes qui ne sont pas d'accord avec notre régime, c'est leur droit. Ils n'ont qu'à partir dans le pays dont le régime leur plaît le plus. Nous ne voyons aucun inconvénient. L'État iranien est prêt de leur donner un passeport et leur donner, si vous voulez, même le prix de leur billet d'avion. Au procès du docteur Simeoni, et nous revenons là à la politique française, la journée entière a été consacrée à l'audition du premier témoin de l'accusation, un témoin important, donc, puisqu'il s'agit de l'homme qui à l'époque était préfet de la Corse qui n'était pas à ce moment-là divisée en 2 départements. Il s'agit de M. Gabriel Gilly, aujourd'hui préfet du Haut-Rhin. D'entrée de jeu, ce témoin a prononcé une phrase qui résume l'ensemble de sa déposition. En Corse, a-t-il dit, j'ai eu 2 adversaires, la fraude économique et électorale et la violence. Effectivement, la violence, elle était en effet inéluctable, dit le préfet, depuis le congrès de Corté, le congrès de l'Arc, peu avant le drame d'Aléria, un drame dont l'Arc doit être, dit-il, tenu pour responsable. Quant à Edmond Simeoni, s'il est présenté souvent comme un homme intelligent et brillant, et le préfet le dit, il le définit aussi comme un intellectuel saisi par la violence. Le dialogue, ou plus exactement l'échange de points de vue qui s'engage à la cour de sûreté entre les accusés et le préfet, montre combien le fossé est grand entre le représentant du pouvoir central et les tenants de l'autonomie. Et en fin de compte, contrairement peut-être à ce que l'on attendait, la confrontation du principal témoin de l'accusation et du principal accusé n'a pas fait tellement avancer le procès. En revanche, on peut dire que l'ambiance du procès s'est sensiblement modifiée. Edmond Simeoni est apparu peut-être un peu plus tendu, souvent ironique. Le président a fait montre de plus d'autorité et la défense, qui fait bloc depuis le début et qui épouse à fond la cause des accusés, a semblé un peu désunie. Et par exemple, on comprend mal pourquoi il n'y a pas eu aujourd'hui de réplique à cette soudaine attaque du préfet. Il y avait collusion entre l'Arc, les accapareurs de terre et les pieds noirs. Je souhaite que la Cour fasse preuve de sagesse et non de sévérité, conclut le préfet qui quitte le prétoire sur une citation de Machiavel. « J'ai aimé mon pays plus que mon âme. Je souhaiterais que les accusés puissent dire « J'ai aimé mon pays plus que mon personnage ». Aujourd'hui,
Avec le préfet Gilly, c'était, si vous voulez, l'autorité de l'État en Corse. Demain, avec le sous-préfet de Bastia, qui a dirigé lui-même les opérations d'Aléria, on en viendra véritablement au drame. C'est un véritable événement national qui doit se dérouler dans quelques instants sur Antenne 2. Et une fois de plus, à l'occasion des dossiers de l'écran, ce soir, le dossier d'Armand Chameau porte le titre suivant, Pétain. La seule évocation de ce nom a suffi pour soulever une tempête de protestations. 30 ans après la condamnation de l'ancien chef de l'État français, n'était-il donc pas possible d'évoquer objectivement, si ce n'est sereinement, les époques de la vie de cet homme et de tenter d'analyser les responsabilités qui furent les siennes? Nous avons pensé, ici à Antenne 2, que cela devait être possible. En vous montrant quelques extraits du film qui précédera la discussion, et en demandant à l'un des opposants à la diffusion de ce film de s'exprimer, et en demandant également à Marcel Julien, PDG d'Antenne 2, pourquoi il a décidé de maintenir cette émission en dépit des protestations qu'elle a provoquées, nous espérons vous apporter quelques éléments supplémentaires vous permettant de vous faire une opinion. Ce film de Francis Caillot et de Guy Darbois est un montage inédit de documents diffusés avec les commentaires d'époque. Plusieurs associations d'anciens déportés internés et résistants invités par les dossiers de l'écran ont refusé de participer au débat, point fort de l'émission. Elles trouvent que le film n'est pas objectif. De plus, elles estiment ne pas devoir accepter que soient mis sur les deux plateaux d'une balance ceux qui se sont battus pour l'honneur de la France et ceux qui, affirment-elles, incarnent le déshonneur. Nous n'avons pas pu, nous, prendre de film. Nous n'avons pas pu, nous, dans la clandestinité, vous donner les moyens d'avoir une documentation, dont votre documentation est par la force des choses partiale. Ce film, m'a-t-on dit, montre des rafles de juifs. Mais montre-t-il ce qu'on a fait des juifs? Montre-t-il les déportés, les camps de la mort? Montre-t-il les victimes de la milice, dont Pétain porte la responsabilité? Par ailleurs, nous trouvons qu'il est incorrect. Il est incorrect parce que la justice est passée. Ce n'est pas au dossier de l'écran à refaire le procès Pétain dans les conditions d'un équilibre qui ne nous paraît en aucune manière équitable et qui est celui qui a été imaginé par les responsables de cette émission. Faut-il parler de pour, de contre, de procès, de plateau de la balance, alors que beaucoup de ceux qui ont 30 ans aujourd'hui peuvent dire Pétain connaît pas? Les seuls arbitres resteront sans doute les historiens, alors pourquoi ne pas tenter avec modestie et humilité de réunir les éléments de ce dossier de l'histoire? 30 ans et plus. Voici 30 ans et plus, vous étiez loin de songer que vous auriez un jour la télévision. Et que celle-ci en serait à se justifier, parce qu'elle allait vous montrer, afin que vous en soyez juge, ce qui se passait dans notre pays. Voici précisément 30 ans et plus. Depuis, on a pu traiter sans grave problème des guerres de religion, pourtant fratricides et atroces. De la Révolution française chaleureuse, meurtrière et libératoire. De la Commune, de l'affaire Dreyfus, et même des rapatriés d'Algérie. C'était hier. Des Espagnols, confrontés avec la mort prochaine de Franco, des Portugais, au matin d'une révolte et face au lendemain. C'était aujourd'hui. Et nous ne saurions pas, nous autres Français, nous regarder dans une glace ou, si vous préférez, nous revoir comme nous étions, dans un poste de télévision, il y a 30 ans et plus. C'est pourquoi Antenne 2 ouvre ce soir loyalement le dossier Pétain. Avant même d'avoir vu le film, des hommes de bonne foi nous prêtent une intention de réhabilitation. D'autres, de foi égale, se persuadent que nous voulons à toute force accabler. Il ne s'agit pourtant que d'informer. Le principe même des dossiers de l'écran est, vous le savez, de permettre à toute tendance de s'exprimer librement. Si certaines croient devoir s'abstenir, et nous le regrettons très fort, la porte n'est jamais fermée de notre fait. Nous pensons de notre devoir de faire de la télévision
pour un peuple adulte. Un peuple qui ne cache pas ses yeux dans ses mains et qui sait, sans trahir ce qu'il aime, sans oublier ce qu'il a souffert, mais sans pécher non plus contre l'espérance, tout simplement se souvenir et tâcher de se comprendre. Peut-être enfin, un jour, pour mieux se retrouver. Je remercie Armand Jameau de l'avoir voulu. Au moment même où je vous parle, le studio où doit se dérouler les dossiers de l'écran, cette émission consacrée à Pétain, ce studio a été envahi par la force pour que notre émission ne puisse pas se dérouler, sans doute au nom de la liberté. Cela dit, nous vous tiendrons au courant dès que nous serons en mesure de pouvoir, normalement, je l'espère, vous projeter et ce dossier et vous faire assister à la discussion qui va suivre. Le temps aujourd'hui a été, comme nous l'avions prévu hier soir, maussade dans la plupart des régions françaises, avec des températures qui étaient nettement en baisse par rapport à celles d'hier. Il y a eu, sur certaines régions, par exemple dans le centre de la France, des températures maxima qui n'ont pas dépassé 13 degrés. Demain, le ciel sera encore très nuageux, avec le matin des pluies éparses, des Flandres et de l'Alsace aux Alpes et à la Provence, et s'éloignant l'après-midi vers l'Allemagne et l'Italie. Sur le reste de la France, le temps restera variable, avec des averses, surtout au nord de la Loire, et de belles éclaircies au sud. Le temps frais se généralisera en France. Ce soir donc, après, nous l'espérons tous, la diffusion des dossiers de l'écran, eh bien, nous aurons la dernière édition de notre journal que vous présentera Gérard Holtz. Bonne soirée, je l'espère, sur Antenne 2, et à demain.